Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'avant-guerre. Politique internationale. En Espagne, la reine Isabelle II a succédé en 1830 à son père Ferdinand VII, d'abord sous la régence de sa mère, Marie-Christine de Bourbon. Isabelle n'a que 3 ans, puis seule. À 16 ans, elle a épousé son cousin Germain François d'Assise de Bourbonespagne. Seulement les esprits chagrins de l'époque n'admettent pas que, pour la première fois, une femme monte sur le trône d'Espagne. Ils veulent établir la loi salique, comme leurs voisins du Nord, les Français, et mettre enfin un homme sur le trône. Le 9 octobre 1868, le général Juan Prim prend la tête d'un soulèvement contre la reine Isabelle II pour mettre sur le trône Don Carlos, oncle d'Isabelle. Le couple royal, pas trop contrariant, quitte ses fonctions et son pays et part s'installer en France. La vie y est probablement moins belle car très vite ils se séparent, et en 1873 François d'Assise s'installe au lieu-dit Le Château, 41 rue des Aubépines, Général Leclerc, à Bois-Colombes. Là, débonnaire, il vit une vie tranquille de rentier, et sa petite silhouette à forte moustache blanche, toujours accompagnée de ses 2 lévriers, sera familière aux Colombiens. Mais ce n'est pas le tout de faire une révolution, il faut remplacer le couple royal. Don Carlos, sous le titre de Charles V, ne fait pas longtemps l'affaire et le trône se trouve vacant. Il faut donc chercher ailleurs. Le 21 juin 1870, Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, cousin du roi de Prusse Guillaume Ier, postule pour la place. Cela ne plaît pas du tout à la France. La famille royale d'Espagne descend de Louis XIV, elle est donc supportable. Mais à l'est se tient Guillaume Ier, roi de Prusse, et à l'ouest une lointaine cousine de ce dernier, Victoria Ier, reine de Grande-Bretagne, belle-mère du Kronprinz. Alors pas question d'un cousin sur le trône d'Espagne. La France ne veut pas être cernée par la famille royale prussienne. Malgré un accord oral, la France insiste pour que le roi de Prusse confirme par écrit que Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen renonce à ce trône comme ce dernier l'a déclaré le 12 juillet. Le 13 juillet, le roi de Prusse accepte du bout des lèvres mais se refuse à le faire par écrit. Sa parole devrait suffire. L'avis, arrangé, en est envoyé par Bismarck dans ce qui restera dans l'histoire sous le nom de la dépêche d'Em. Les faucons français et prussiens entraînent alors leur pays dans la guerre. Les patriotes qui veulent la guerre sont une minorité urbaine et politisée, mais leurs adversaires se taisent pour ne pas passer pour des traîtres ou des lâches. Finalement, le trône d'Espagne est occupé le 16 novembre par Amédée de Savoie qui s'enfuit à son tour le 2 novembre 1873 et laisse la place à Alphonse XII, fils d'Isabelle II. Mais il est trop tard, la guerre est passée en Europe. Au sud-ouest de la France, à Rome, le Concile Vatican I est ouvert depuis 1869. Après avoir proclamé la pertinence de la foi catholique face à la révolution industrielle, Dei Filius et l'infaillibilité du pape, Pastor et Temus, le concile est interrompu par la prise de Rome par les Garibaldiens. Il ne sera clos qu'en 1962. 2. Politique française. En politique générale, Napoléon III désire quitter un empire autoritaire pour un empire libéral. En donnant plus de pouvoir au Parlement, il espère faire évoluer la France de l'empire vers une monarchie parlementaire, voire vers une république si un président est substitué à l'empereur. Un vote sur cette réforme constitutionnelle a lieu le 8 mai 1870. Le oui l'emporte largement sur toute la France, mais sur 718 votants, 926 électeurs inscrits. Pour Colombes, 404 votes non, 291 oui et 23 bulletins sont déclarés nuls. Cette défiance des votants vis-à-vis de l'empereur est alors mise sur le dos des messieurs de Paris, qui viennent juste ici pour la promenade du dimanche, et pour voter. Dans la foulée, une section de l'Association internationale des travailleurs se crée à Colombes et installe son lieu de réunion au débit de boissons de la rue de la Pointe, rue Médéric, à la Garenne-Colombes. C'est là qu'aura lieu la première séance le 19 mai 1870. Le Senatus Consulte du 21 mai 1870 fixe, en 45 articles, la constitution de l'Empire. 3. Politique municipale. A. Politique agricole. En 1869, les récoltes ne furent pas celles attendues. La sécheresse a beaucoup sévi et diminué les produits légumineux,
et la pomme de terre. Pour la vigne, c'est satisfaisant, mais la vendange prévue n'est pas extraordinaire. De grands vents ont couché les blés et les seigles et ont nui aux cultures. Sur 418 hectares ensemencés, les prévisions étaient de 85 hectares pour le froment et 280 hectares pour le seigle. Les récoltes seront moins bonnes que prévues. En temps ordinaire, les grains fleurissent 8 jours vers le 25 mai. En 1869, ils ont 10 jours d'avance, mais la végétation laisse à désirer au moment de la floraison. Tableau des cultures pour 1869. Les foins donnent 9440 bottes, au lieu de 10 800 habituellement, la luzerne 60 000 bottes, au lieu de 90 000, et les légumes frais 4 950 sacs, 9 900 sacs. Quant aux fruits, la récolte est médiocre et les cerises ne font l'objet que d'une seule récolte. Telle est la situation agricole du pays, quand l'année de la guerre s'amorce. B. Politique électorale. En politique municipale, Colombe élit en 1863, Pierre Aymarbression en remplacement de Charles Renard démissionnaire. Il est réélu de nouveau le 16 septembre 1865 et toute son équipe, sauf Jean-Louis Ledoux, démissionnaire, prête serment à l'empereur. Le 2 juin 1870, le maire de Colombe fulmine en séance du Conseil général, contre la demande de démembrement, comprendre séparation, émanant de quelques habitants de la Garenne. Critiqué pour sa gestion, Pierre Aymarbression publie, le 30 juillet 1870, La vérité sur 6 années d'administration pour s'expliquer. La veille, un avis est placardé sur les murs de Colombe pour le retrait des cartes électorales. Au début de cette année 1870, l'équipe est donc Pierre Aymarbression, maire. Nicolas Garbet, négociant adjoint. Adolphe Decaux, cultivateur adjoint. Joseph Jean Enroth, banquier conseiller. Jean-Étienne Poisson, propriétaire conseiller. Jean-Baptiste Parchap, médecin conseiller. Constantin Prévost, propriétaire conseiller. Alphonse Imbaud, propriétaire conseiller. Louis-Nicolas Gillet, entrepreneur de maçonnerie conseiller. Marc-Antoine Pourrat, médecin conseiller. François Houlet, propriétaire et ancien entrepreneur conseiller. Nicolas Marcy, ancien entrepreneur de maçonnerie, conseiller. Émile Josan, médecin, conseiller. Jacques Charles, propriétaire conseiller. Auguste Joly, conseiller. Abel Lahure, propriétaire conseiller. Théodore Ambroise, artiste et propriétaire conseiller. Henri Dezauche, médecin, conseiller. Plus Louis-Désiré Chaperon, conseiller. Pierre-Augustin Roulin, rentier, conseiller. Jean-Charles Lépine, cultivateur, conseiller. Le 2 juin 1870, Nicolas Garbet démissionne et est remplacé par Pierre Expert. Le même jour, Fournereau est nommé agent-voyer de la commune. Il aura fort à faire après les événements, comme nous le verrons. Le 6 août 1870, nouvelle élection, et une nouvelle équipe s'installe à la mairie avec un nouveau maire pour peu de temps, mais elle ne le sait pas encore. Henri Dezauche, médecin, maire. Adolphe Decaux, cultivateur, adjoint. Léonore Sulpice Fermé, propriétaire adjoint. Jean-Charles Lépine, cultivateur, conseiller. Armand-Joseph Lépine, cultivateur, conseiller. François-Michel Durand, cultivateur, conseiller. Jean-Baptiste Leroux, cultivateur, conseiller. Victor Fortuné-Moigné, employé, conseiller. Joseph-Ernest Hue, propriétaire, conseiller. Laurent-François Charlot, propriétaire, conseiller. Pierre-Jacques Test, coiffeur, conseiller. François-Denis Le Seine, maçon, conseiller. Eugène Armand CAHANIN, marchand de vin, conseiller. Marcel Binet, cultivateur, conseiller. Alphonse Imbaud, propriétaire, conseiller. Louis-Philippe Siman, menuisier, conseiller. Casimir Amédée Caron, propriétaire, conseiller. Auguste Louis Laloux, manufacturier, conseiller. François Joly, conseiller. Latapie, médecin, conseiller. Jacques Durand, conseiller. Sylvain Lonsagne, charpentier, conseiller. Cette équipe doit traiter de points importants: l'édification d'une place des fêtes, l'attaque du phylloxéra contre la vigne, la conservation des bureaux d'octroi dans les communes.
Pour ce dernier point, par décision du conseil municipal du 11 juin 1870, la municipalité décide de garder l'octroi. C'est politique paroissiale. Le curé de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul est l'abbé Lecomte. Lors du conseil de fabrique, le bureau est ainsi formé. Monsieur Lecomte, curé. M. Enroth, président du conseil de fabrique. M. Bou, trésorier. Monsieur DECAM, secrétaire. Monsieur Leroy, marguillier. L'arrivée de la guerre à Colombes. Le bourgeois de Colombes va voir, le 13 juillet 1870, son ami Biot, attaché aux cuisines de l'empereur à Saint-Cloud pour lui porter un panier de prunes et de cerises de Colombes. Biot lui certifie que l'empereur ne veut pas de la guerre, et qu'elle ne se fera pas. Le 19 juillet 1870, deux événements. Ouverture de la première église de Bois-Colombes, l'actuelle Notre-Dame de Bon Secours, et la France déclare la guerre à la Prusse. Très vite, ce conflit tourne en défaveur de la France car les Français ne sont que 350 000 en face de 450 000 Prussiens aidés d'une puissante artillerie. C'est la première guerre entre États où n'intervient aucun mercenaire. De chaque côté, les soldats se battent pour défendre leur pays. Le 7 août, le département de la Seine est mis en état de siège. Le 29 août, de grandes affiches couvrent les murs de Colombes et invoquent la loi du 29 août 1870 relative aux forces militaires de la France pendant la guerre. C'est la mobilisation générale. Le 1er septembre, c'est la défaite de Sedan, et le lendemain Napoléon III, souffrant d'une pyélocystite calculeuse, se constitue prisonnier entre les mains du roi de Prusse, ainsi que son médecin personnel, Lucien Corvisart, petit-neveu du médecin de Napoléon Ier et ancien résident de la Garenne-Colombes. Le 4 septembre, l'Empire est remplacé par un gouvernement provisoire composé de républicains modérés et de radicaux. Le 19 septembre 1870, soit juste 2 mois après le début de la guerre, Guillaume Ier établit son quartier général à Versailles. Les Prussiens encerclent Paris. L'armée prussienne. Dès leur arrivée, les Prussiens campent sur les hauteurs à l'ouest de Paris sur les proéminences d'un terrain jurassique bordant le bassin parisien. Carrière-sur-Seine, 52 mètres d'altitude, Houilles, 36 mètres, Argenteuil et Beson, 41 mètres, et Sannois qui culmine à 160 mètres. Cette position, surélevée vis-à-vis de Paris, ne sera pas quittée pour la plaine de la presqu'île de Gennevilliers, bassin creusé dans le même terrain jurassique et recouvert d'alluvions anciennes quaternaires et enrichi par les égouts de Paris. Colombes, 39 mètres, 41 mètres au plus haut au Moulin-Brenu, Asnières, 40 mètres, et Gennevilliers qui ne fait que 29 mètres de hauteur. Seul le mont Valérien, du haut de ses 162 mètres d'altitude, dépasse ce morne horizon. Sur leur plateau, les Prussiens attendront que la faim et la discorde fassent tomber Paris. Le 19/9/1870, 3 Uhlans venant de Cormeilles viennent en avant-garde visiter Argenteuil. Le 21/9/1870, le 4e corps d'armée prussien, de la 4e armée dite armée de la Meuse, sous les ordres du général d'infanterie Constantin von Alvensleben Ier, s'installe face à Colombes. Ce corps d'armée est fort de 25 bataillons, de 8 escadrons et de 3 compagnies de pionniers, soit 19 368 fantassins et 1103 cavaliers. Le tout est appuyé par 84 pièces d'artillerie, en 14 batteries. Sur les hauteurs de Sannois, les batteries sont protégées par la 7e division d'infanterie, sous les ordres du lieutenant-général de Grosse de SCHWARZHORF. Sur Saint-Germain, et venant directement de Strasbourg, la première brigade de Landwehr de la Garde, sous les ordres du colonel GIRODZ de Gaudy, prend ses positions. La 8e division d'infanterie, sous les ordres du lieutenant-général de SCHOELER, s'installe à Argenteuil et Beson. Cette division comprend, pour la 15e brigade d'infanterie du général-major de Kessler, 3 bataillons du 1er régiment d'infanterie de Thuringe numéro 31 et 3 bataillons du 3e régiment d'infanterie de Thuringe numéro 71. Pour la 16e brigade d'infanterie du colonel de Scheffler, 3 bataillons du régiment de fusiliers du Schleswig-Holstein numéro 86, 3 bataillons du 7e régiment d'infanterie de Thuringe numéro 96. 4 escadrons du 12e régiment de hussards de Thuringe. Une compagnie de pionniers de campagne avec l'équipement de ponts légers.
Le tout appuyé par 24 pièces d'artillerie du 2e Abteilung montée du régiment d'artillerie de campagne de Magdebourg numéro 4 et soigné par le détachement sanitaire numéro 2. Un détachement de Bavarois occupe épisodiquement l'île Marante et inspirera la triste nouvelle de Guy de Maupassant, 2 amis. Un document anonyme envoyé à l'armée française le 26 novembre 1870 décrit la militarisation d'Argenteuil. 12 barricades, 24 canons en cuivre de calibre 18 de 3500 mètres de portée, 12 mitrailleuses, 6000 fantassins et 2000 cavaliers dans le village, 6 mitrailleuses, 2 canons de bronze d', une portée de 9000 mètres et 10 000 fantassins sur le plateau d'Argenteuil, à la Croix des Tournants, 6 batteries de 6 pièces chacune, en cuivre de calibre 16 et d'une portée de 2500 mètres, 3 canons en cuivre de calibre 18 d', une portée de 3500 mètres, 9 mitrailleuses, 8000 fantassins et 6000 cavaliers dans le bois du marais du château. Von Moltke donne l'ordre aux 3e et 4e armées allemandes d'occuper la presqu'île de Gennevilliers à partir du 30 septembre 1870. Mais le prince royal de Saxe hésite, demande des canons de siège et finalement ajourne l'opération. Colomb reste du côté français. De l'armée française. En face du côté français, des corps d'armée sont placés en prévision d'un mouvement prussien pour attaquer Paris par Asnières, la presqu'île de Gennevilliers étant mal gardée. Le 13e corps d'armée de Paris prend position du pont de Sèvres à Saint-Ouen le 14 septembre 1870. Le 22, il est remplacé par le 14e corps d'armée qui s'étire du Point du Jour à Boulogne jusqu'à Saint-Ouen. La 1re division Duc de Saint-Ouen à Clichy, la 2e de Caussade de Clichy à Levallois et la 3e de Motion à Boulogne. Ces 3 divisions, renforcées de 6 bataillons de gardes nationaux, forment une force de 30 000 hommes. Ces 2 corps d'armée sont sous les ordres du général Auguste Ducrot. Le 6 septembre 1870, la garde nationale détruit les ponts routiers de Bezons et d'Argenteuil pour arrêter l'ennemi. L'incendie du pont de bois d'Argenteuil donne même lieu à des frictions entre l'armée et certains habitants d'Argenteuil qui s'y opposent. Le pont brûle quand même à partir de 16h30. Le musée du Vieil Argenteuil possède encore un pressoir fabriqué avec les poutres et les cintres du pont d'Argenteuil. Puis, par la suite, les ponts de chemin de fer seront détruits. Le pont du chemin de fer de Rouen est intact entre la presqu'île de Gennevilliers et l'île, mais il est coupé du côté prussien. La culée de la rive ennemie sera même complètement détruite par l'artillerie française. Cependant, le rapport du général commandant la place de Paris, le général Jules-Henri Soumain, en date du 17 septembre 1870, fait part de quelques petits problèmes. Les piliers du pont d'Argenteuil sont détruits, sauf un, mais pour ce qui est du pont de chemin de fer, si les explosifs sont bien posés, l'ingénieur chargé de cette mission habite à Paris, et y est apparemment resté. Le 16 septembre 1870, le commandant en chef reçoit la dépêche télégraphique numéro 47286 du fort de la Briche, à 21h, lui disant: Le commandant du fort de Gennevilliers, au général en chef Paris. Le commandant du fort de Gennevilliers informe le général en chef que l'ingénieur chargé de faire sauter le pont du chemin de fer d'Argenteuil est absent. Le pont d'Argenteuil n'a qu'une partie du tablier de brûlé. Faut-il faire sauter les piliers ? Je ne sais pas si Paris a répondu, mais les Prussiens se chargeront du travail plus tard. Les Prussiens, fort mécontents, s'en prennent au maire d'Argenteuil, Gustave Aelker. Ils le jugent coupable d'avoir exécuté les ordres du général Trochu et d'avoir fait brûler le pont de bois et sauter le pont du chemin de fer. Comme il essaye de s'échapper à la nage en traversant la Seine, il est arrêté le 3 octobre 1870 et déporté à la frontière de la Bohême et de la Pologne puis interné à la prison militaire de Ness, dans le bastion numéro 6. Le frère du maire, Aelker aîné, domicilié au 4 passage Choiseul Paris 1er, écrit le 9 janvier 1871 au général Trochu pour qu'il tente de le faire libérer. En vain. Gustave Aelker aura les 2 pieds gelés lors d'une tentative d'évasion, et il faudra l'amputer. Le 10 septembre, le 35e régiment d'infanterie envoie 2 compagnies, sous les ordres du capitaine Martin, pour protéger le génie qui construit une digue près du pont de Bezons. Cette troupe revient sur Paris le 15 à 17h. Puis les gardes nationaux se retirent le 13 septembre 1870,
accompagné d'une partie de la population de Colombes. Le 136e régiment de ligne du général Berthaud occupe le terrain du rond-point de Courbevoie jusqu'au poste avancé de la plaine de Gennevilliers. Avec eux, sur Courbevoie, s'installe la 2e ambulance divisionnaire. La redoute de Gennevilliers, commencée le 8 août 1870, ne peut être occupée car elle n'est pas en état de défense. Prévue au lieu-dit les Fosses-Jean, et bien que située à 8,4 km du Mont Valérien et 5 km de la double couronne de Saint-Denis, donc sous la protection de leurs canons, elle est menacée par les canons prussiens, le moulin d'Orgemont n'étant qu'à 3 km à vol d'oiseau, ou d'obus. Pourtant, dès le 9-9-1870, elle est occupée par commandant Zeller. 3 officiers et 194 hommes du 54e régiment de ligne. 3 officiers et 189 hommes du 83e régiment de ligne. 24 officiers et 502 hommes, dont un médecin, du 1er bataillon de garde mobile de Paris. 2 officiers et 27 sapeurs du génie. 2 gabiers et 2 timoniers de la marine pour les signaux. Le génie est logé à Gennevilliers, mais les autres soldats campent dans des baraquements dans la plaine à 800 mètres du fort. Ils n'ont pas de bouche à feu, pas de munitions, et pour tout vivre, de quoi nourrir 1000 hommes pendant 45 jours. 240 hommes sont de grand garde chaque nuit pour surveiller les rives de la Seine et la ligne de chemin de fer de Bois-Colombes au pont d'Argenteuil. Le 18 septembre 1870, une dépêche télégraphique du commandement supérieur de Saint-Denis au gouverneur général de Paris l'informe que le travail ne sera pas terminé à temps, et que c'est une perte de temps et d'argent. Le 19 septembre 1870, l'ordre 34 312 de 8h35, en provenance du gouverneur de Paris par l'intermédiaire du fort de la Briche, ordonne l'évacuation de la redoute et le retour dans Paris par le pont de Clichy à détruire après passage. Les vivres partent pour Saint-Denis, et les baraquements sont brûlés le 28 septembre. Le soir même, il n'y a momentanément plus de troupes françaises dans la presqu'île de Gennevilliers, et les ponts d'Asnières et de Clichy sont détruits. L'ordre de mobilisation des réserves a été donné par le ministre le 14 juillet 1870 au soir, et le 15 au matin les gendarmeries de la Seine ont expédié les ordres de mise en route. Seulement, le 19 août, les réservistes n'ont toujours pas rejoint leur régiment. Après-guerre, le général Hartung expliquera que quelques jours de sursis avaient été donnés aux réservistes, puis qu'ils devaient se rendre au chef-lieu, ce qui ne sera fait que le 22. Puis ils furent dirigés sur les dépôts de leurs corps respectifs où leur étaient distribuées les feuilles de route, les mandats des soldes et les vivres, et enfin les réservistes prenaient le train seuls avec une foule de prétextes de retard. Le tirage au sort et le conseil de révision pour les jeunes appelés de Colombes étaient prévus le 15 septembre, à 8h30, dans la salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville de Paris. Mais le 14 septembre, le journal officiel annonce qu'ils sont transportés de l'Hôtel de Ville à la mairie du 4e arrondissement. Et le 22 septembre, les jeunes soldats des 2e portions et les militaires de réserve de la Seine, dont fait partie Colombes, partent pour le front. Ainsi, Louis Rochette, treillageur face à la gare de Colombes, sert dans le 2e bataillon de chasseurs à Metz. Fait prisonnier, envoyé en Prusse, il ne rentre qu'après la fin de la guerre. L'exode des Colombiens. Le départ, 13 septembre 1870. Une nouvelle équipe municipale est élue le 4 septembre, la précédente ayant été dissoute avec l'Empire. Les nouveaux habitants de la mairie qui auront à gérer le conflit sont donc Henri Dezauche, médecin, maire. Adolphe Decaux, cultivateur, adjoint. Léonore Sulpice Fermé, propriétaire adjoint. Jean-Charles Lépine, cultivateur, conseiller. Armand-Joseph Lépine, cultivateur, conseiller. François-Michel Durand, cultivateur, conseiller. Jean-Baptiste Leroux, cultivateur, conseiller. Victor Fortuné-Moigné, employé, conseiller. Joseph Ernest Hue, propriétaire, conseiller. Laurent François Charlot, propriétaire, conseiller. Pierre-Jacques Test, coiffeur, conseiller. François-Denis Le Seine, maçon, conseiller. Eugène Armand CAHANIN, marchand de vin, conseiller. Marcel Binet, cultivateur, conseiller. Alphonse Imbaud, propriétaire, conseiller. Louis-Philippe Siman, menuisier, conseiller. Casimir Amédée Caron, propriétaire, conseiller.
Le 12 septembre, la mairie de Paris informe la population de la banlieue ouest qu'un terrain leur est réservé au quai de Javel. La population réfugiée peut y dresser les récoltes. La mairie de Paris informe les propriétaires et cultivateurs des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, qui ont à rentrer leurs récoltes dans Paris qu'ils trouveront aux portes de la capitale des indications nécessaires pour diriger ces récoltes sur les dépôts qui leur seront affectés. Dès à présent sont désignés. Pour Gennevilliers et environ, un terrain de 34 000 mètres, quai de Javel, 85 et 87, 15e arrondissement. La disposition de ces emplacements permet de dresser ces récoltes en meule. Le même jour, un arrêt du préfet de police de Paris, M. de Kerattry, est paru au journal officiel prévient. Art 1er, à partir du jeudi 13 septembre, à 6 heures du matin, nul ne pourra sortir de Paris ni y entrer sans être muni d'un permis de circulation délivré par le ministère de l'Intérieur. Les Colombiens, qui se terraient chez eux à l'approche de Prussiens, se replient donc rapidement sur Paris et sont abrités le plus souvent dans des écoles. Suivant les gardes nationaux, ils partent en abandonnant maisons, récoltes et vendanges, dit-on. Mais il semble au contraire qu'ils aient emmené le plus possible, petit mobilier, troupeaux, récoltes, et détruit le reste, meules de blé incendiées. Cette fuite rappelle celle des exodes des guerres à venir. Seuls restaient dans les fermes, les caves à vin qui firent le bonheur des soldats et des maraudeurs. Les frères de Goncourt racontent l'arrivée des banlieusards à Paris. Sur la chaussée se pressent des voitures à bras. Au milieu s'élèvent d'immenses chariots, avec des tonneaux en avant, les paniers de volailles au milieu, à l'arrière la literie et les matelas sous une couverture tendue, où sont pelotonnés les femmes et les enfants. Et sur les trottoirs et entre les roues des voitures, toute une population de déménageurs et déménageuses, portant accrochés à leur personne, les dépouilles du champ ou les baroques débris du logis hors barrière. Il ne reste, dans les villes évacuées, que ceux qui ne veulent pas abandonner le bout de terre où ils sont nés, les gardiens des villas bourgeoises et quelques Parisiens qui restent pour défendre leurs maisons de campagne, leur luxe et leur orgueil contre les pillages. Édouard Manet, qui passe non loin de là, décrit dans sa lettre du jeudi 15 septembre. « Je suis allé ce matin avec Gustave à Gennevilliers, et nous sommes revenus par Asnières. C'est vraiment triste à voir. Tout le monde est parti. On a abattu tous les arbres. On brûle tout, des meules brûlent dans les champs, les pillards cherchent les pommes de terre qu'on n'a pas enlevées. Cependant, la résistance à l'ennemi n'est pas généralisée. Les paysans sont relativement indifférents tant qu'ils ne sont pas mobilisés. Les notables se sont enfuis loin des combats. Les soldats épuisés et mal encadrés sont peu motivés. Quant aux pillards, civils ou militaires, ils ne se sentent guère concernés. En partant, la municipalité emmène aussi les archives de la mairie, ce qui les sauvera sûrement de la destruction, et les registres d'état civil qui s'arrêtent donc au 12 septembre. Même chose pour les registres paroissiaux de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul qui suivent l'abbé Joseph Lecomte et son vicaire Jules Théodore Danguy. Le bois de Boulogne, occupé dans un premier temps par ces réfugiés, voit disparaître ses arbres coupés pour faire du bois de chauffage, et il est transformé en parc à bétail. Ce repli de la population sur Paris se révélera une grosse erreur. Protégée par les batteries de Paris, et surtout par celles des forts, la population aurait pu continuer à cultiver ses champs et ses vignes et produire des vivres pour la capitale. La presqu'île de Gennevilliers est alors renommée comme la partie la plus fertile du bassin parisien, grâce à l'apport des égouts. Au lieu de cela, ce fut des milliers de bouches inutiles qui affluèrent dans Paris et accentuèrent la famine. Ce fut aussi des milliers de gens inactifs, dont beaucoup s'agitèrent et semèrent la perturbation. Par décision municipale en date du 26 septembre 1870, M. Henri Dezauche, maire de Colombes, licencie le responsable de l'octroi, M. Ozzy, pour faute professionnelle répétée, et surtout pour avoir quitté son poste à Colombes du 14 au 16 septembre 1870, sans avoir prévenu l'autorité ni avoir obtenu l'autorisation. Mais pour tous les Colombiens, exilés ou non, il est très difficile de garder de quoi se nourrir. Un décret paraît le 21 novembre 1870 qui déclare: Le gouvernement décrète. Art. 1er, au nom du gouvernement, réquisition est faite de toutes les pommes de terre existant à Paris et dans la banlieue. Cette réquisition ne s'applique pas aux provisions de ménage. Art.
2. Les détenteurs de pommes de terre seront tenus de faire dans le délai de 5 jours la déclaration des quantités qu'ils possèdent au ministère du Commerce, Bureau des subsistances, sous peine de confiscation des quantités non déclarées. Et voilà les pommes de terre de Colombes qui partent sur Paris. Et ce jusqu'à la levée du décret, le 1er janvier 1871. Puis un autre du 25 novembre 1870. Le gouvernement, considérant qu'il importe d'établir un recensement exact des chevaux, ânes et mulets existants à Paris et dans la banlieue, afin de dresser la statistique de ceux de ces animaux qu'il convient de conserver pour les services publics de toute nature, décrète. A. 1er, il sera fait dans la journée du 29 novembre, un recensement général de tous les chevaux, ânes et mulets existants à Paris et dans la banlieue. A. 2. Le recensement sera fait au moyen de déclarations signées par les propriétaires des animaux. A. 3. Les déclarations seront reçues, pour Paris dans les 20 mairies d'arrondissement, pour la banlieue, dans les maisons des communes suburbaines. A. 4. Les déclarations seront conformes au modèle distribué par les mairies, elles mentionneront l'usage spécial auquel les animaux sont affectés. Ces déclarations seront faites à la mairie qui correspond au lieu où les animaux sont logés, sans avoir égard au domicile du propriétaire. A. 5. À partir du 1er décembre, il ne pourra être vendu ni cheval, ni âne, ni mulet, sans que le vendeur en ait fait au préalable notification à la mairie dans laquelle l'animal a été recensé. Et c'est au tour de l'agent chevaline d'être réquisitionné jusqu'à la levée du 7 février 1871. Par décret du 12 janvier 1871, il sera dressé une liste de chevaux dont la conservation est indispensable pour les transports privés impossibles à effectuer à l'aide de voitures à bras. Cette liste comprendra un nombre de chevaux proportionnel à la population. Un cheval pour 1000 habitants, ce qui fait 5 chevaux pour Colombes. Il sera même interdit par décret du 15 décembre 1870 de point les vendre, de les échanger, de les faire abattre, ni même de les transférer dans un local autre. Les Colombiens, installés à Paris ou à Colombes, peuvent toutefois les vendre à l'État. Ou bien spontanément et il leur sera payé de 1,50 farad à 2 farad le kilogramme, avec en plus une commission d'aménage de 10 farad par tête, ou bien sur réquisition, et le prix n'est plus alors que de 1,25 à 1,75 farad le kilogramme. Tout animal non déclaré sera confisqué au profit de l'État sans aucune indemnité. Le décret du 19 janvier 1871 s'en prend, lui, au blé. Les cultivateurs, réfugiés à Paris et dans la banlieue qui ont mis en réserve du blé de semence, et généralement tout détenteur de blé devront en faire la déclaration au ministère de l'Agriculture et du Commerce dans le délai de 3 jours à partir de la promulgation du présent décret, sous peine de confiscation du blé non déclaré, de 1000 farad d'amende et de 3 mois de prison. Ce blé sera payé aux cultivateurs au prix de 50 farad le quintal métrique. Et voilà nos agriculteurs sans blé, sans pommes de terre ni chevaux. Puis c'est au tour de l'industrie. Un décret du gouvernement de la Défense nationale du 11 septembre 1870, et publié le 26 novembre 1870 déclare: Le gouvernement, considérant qu'il est indispensable de mettre les huiles de pétrole épurées existant à Paris à la disposition des services publics, décrète. A. 1er, réquisition est faite de toutes les huiles de pétrole épurées existant dans les magasins publics et privés de Paris et de la banlieue, que les huiles aient été ou n'aient pas été l'objet de déclarations antérieures. A. 2. Les huiles acquises par la ville ne pourront être payées à un prix inférieur à la mercuriale des 15 premiers jours de septembre. Ce décret ne fait que suivre les réclamations de la population. Le 6 septembre 1870, M. Gérin, 46 avenue Saint-Germain à Puteaux signale par une lettre que MM. Mallet, Cognier et Desmarais, de Colombes, ainsi que M. DUBAUCHAMP du Petit Colombe ont laissé leur pétrole à portée de main de l'ennemi faute de futailles convenables. Il suggère alors de réquisitionner les quarts et demi-quarts des brasseries, qui feront des fûts assez solides pour cela. M.J. Labouret, directeur de la Société des huiles minérales située au pont de Charlesbourg, fait alors entrer ces huiles dans Paris une fois raffinées. Cette opération est terminée le 10 septembre, et il en avertit le général Trochu par lettre du 13.
La compagnie de chemin de fer de l'Ouest lui prête un terrain près de la gare des Batignolles, entre les fortifications, le chemin de fer de ceinture, l'avenue de Chérois et la rue de l'Entrepôt prolongée. Il y enterre 600 mètres cubes de pétrole, 130 mètres cubes d'huile de schiste, 200 mètres cubes d'essence de pétrole et 200 mètres cubes d'autres produits. Une partie de ces produits sera réquisitionnée le jour de Noël. Par la suite, M. Krantz, ingénieur en chef de la Défense de Paris, remettra le 11 octobre 1870 des laissez-passer 20 aux ingénieurs Labouret, Mallet, Desmarais et Cognet pour se rendre sur le site de leurs usines. 2. L'installation de la colonie. A. Repli des édiles. La municipalité de Colombes se réfugie au 25 avenue d'Antin à Paris 8e le 22 septembre 1870. Elle y restera jusqu'au 23 mars 1871. C'est à l'époque un quartier particulièrement malfamé où fleurissaient les bouges. Tout change. B. Mais où est passée la population ? Mais où s'est donc réfugié le reste de la population de Colombes pendant près de 6 mois ? Nanterre et Puteaux ont eux aussi évacué leur village sur ordre de la préfecture en date du 9 septembre 1870. À Nanterre, l'état civil s'arrête du 17 septembre 1870 au 20 janvier 1871. À Puteaux, plus d'enregistrement du 13 septembre 1870 au 1er janvier 1871 à la mairie, comme à Colombes, mais l'église n'est pas évacuée et les registres paroissiaux continuent. À Asnières, le 14 septembre, il ne reste que 14 personnes sur 6236. Il y avait alors 5133 habitants à Colombes, dont 2302 dans le bourg, 1077 à la Garenne et 1525 à Bois-Colombes. Courbevoie ne semble pas avoir été complètement évacuée, mais nous pouvons noter un fort ralentissement de la vie. Quant à Argenteuil et Bezons, pas de Colombiens car c'est en territoire ennemi, et l'état civil d'Argenteuil accuse lui aussi un trou du 9 septembre 1870 au 10 janvier 1871. Il semble qu'une partie des Colombiens soit alors dans la paroisse de l'église Saint-Augustin dont le curé est l'abbé Benoît Ingénieux, propriétaire d'une maison à Colombes. Nous pouvons supposer que la population ouvrière et artisane du bourg de Colombes est partie par le train. Ce qui expliquerait l'abandon sur place des meubles, livres et outils. Arrivés à la gare Saint-Lazare, ces Colombiens se sont répartis dans le 8e arrondissement, d'où les actes mentionnant souvent la rue du Faubourg Saint-Honoré, mais ce quartier dépend de Saint-Philippe-du-Roule et non de Saint-Augustin. De là, ils se sont répandus dans tout Paris. Il est toutefois à noter que les gens fuyant leur demeure à l'époque des bombardements des Prussiens sont logés 49 rue de Rome à Paris 8e, maison meublée avec les affaires de M. Baudon, hôtelier rue des Bourguignons. Nous savons aussi que les Parisiens sont obligés de déménager des Champs-Élysées pour y laisser s'installer la population de banlieue. Nous pouvons supposer que la population agricole, avec une partie de ses récoltes et son bétail, est partie à pied. Que cet exode prenne la rue Henri Barbus, justement appelée alors rue de Paris, et qu'il arrive par le pont de Courbevoie, ou qu'il parte par Charlesbourg et entre par le pont de Neuilly, la destination est la même, Neuilly et la plaine des Sablons. Peut-être que dans un premier temps, une partie de nos Colombiens se sont-ils réfugiés au bois de Boulogne ? Au fur et à mesure des décès d'enfants dans l'état civil de Colombes, après le retour de la population, nous pouvons repérer des naissances à l'extérieur de Colombes, mais pas de point central. Victor Alexandre Rabussier, né le 8/4/1871 à Courbevoie de Courbevoisien, décédé le 9/7/1871 à Colombes. Émile Léon Dacaux, né le 19/11/1870 à Paris 8e, décédé le 27/1871. Victoire Denise Leduc, née le 24/11/1870 à Bezons, décédée le 29/7/1871. Julie Émilie Gault, née vers novembre 1870 à Paris 20e, décédée le 17/8/1871. François Blais, né le 10/3/1870 à Courbevoie de Courbevoisien, décédé le 8/9/1871. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.